Bien, mesdames et messieurs, après plusieurs mois de travail et quelques semaines d'attente, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre livre blanc dédié à la sécurité. Tout d'abord, un mot sur le principe de ce livre blanc. Comme je l'ai annoncé il y a plusieurs mois, j'ai décidé d'engager la rédaction de différents livres blancs thématiques afin de préparer la future campagne présidentielle. Les thèmes sont choisis soit en fonction de l'urgence de l'actualité, et c'est précisément le cas pour le sujet de la sécurité ou celui à venir de la fraude, soit parce que je considère que ces thèmes seront au cœur de la future campagne présidentielle. Je pense par exemple à la question énergétique ou à celle de l'aménagement du territoire. Ces livres blancs ne sont pas mon futur programme présidentiel, mais ils serviront bien évidemment de base de travail. Ils vont également servir à faire réagir des experts et donc d'ajuster nos propositions. L'autre objectif de ces livres blancs, c'est particulièrement le cas pour celui d'aujourd'hui, est aussi d'être des contre-projets aux différentes politiques macronistes. Ces livres blancs sont et seront rédigés avec un certain nombre d'experts, notamment membres du groupe des Horaces, pour couper court d'ailleurs à toute question sur ce sujet, mis à part Jean-Paul Garot, ici présent, que vous connaissez, qui nous a apporté son expertise pour ce travail. Je ne donnerai aucun nom, c'est donc pas la peine de me poser la question. Si j'ai choisi que cette série de livres blancs commence par le thème de la sécurité, c'est qu'il y a clairement urgence. Tous les indicateurs sont au rouge. J'ai choisi de mettre à l'honneur la presse locale, comme vous pouvez le voir derrière moi, parce que c'est elle qui reflète au mieux le quotidien de nos compatriotes. Toutes ces unes, récupérées depuis seulement quelques mois, soulignent que partout l'insécurité gagne du terrain. Des villes aux campagnes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, la vie des Français est gangrénée par l'insécurité. Car contrairement à ce que dit le président de la République, soulignant ainsi sa déconnexion et son désintérêt sur les questions régaliennes, ce n'est pas un sentiment d'insécurité que ressentent les Français, mais c'est la réalité de leur vie quotidienne. Ce sujet a été clairement mis de côté par les pouvoirs publics, et ce depuis bien trop longtemps, même si depuis des décennies, nous ne cessons de tirer la sonnette d'alarme et de faire des propositions. Il faut dire que, d'une part, la lutte contre le terrorisme islamiste a focalisé l'attention de l'opinion publique, des médias et des forces de l'ordre, entraînant de facto une disparition du sujet de l'insécurité du quotidien, alors que les Français la constatent et en sont victimes. D'autre part, l'exécutif montre un désintérêt profond pour ces questions. Le niveau d'incompétence du ministre de l'Intérieur en étant l'inquiétante démonstration. Chose étonnante, le gouvernement a choisi comme nous de faire un livre blanc sur le même thème. Je pose donc la question, qu'ont-ils fait depuis 2 ans et demi dans ce domaine ? Comme nous aimons à le répéter, la sécurité est la première des libertés. La sécurité aurait donc dû être une priorité pour le gouvernement. C'est finalement à mi-mandat qu'il commence à se pencher sur la question, et encore, on ne sait toujours pas quand ce livre blanc va sortir. Pendant ce temps, les indicateurs, comme je vous l'ai dit, virent au rouge, pour ne pas dire à l'écarlate. Ainsi, de façon logique, dans les enquêtes d'opinion, notamment réalisées pour les municipales, ce sujet apparaît comme la priorité pour nos compatriotes. Or, je tiens à leur dire que dans ce domaine, il n'y a pas de fatalité. La situation est avant tout le résultat de choix politiques. Je ne vous ferai pas l'affront de vous nommer les responsables. L'urgence est donc au sursaut et à la reconquête. Tout d'abord, celle des esprits, en rompant avec des politiques laxistes que rejettent profondément les Français. Ensuite, la reconquête des territoires, gangrénés par la criminalité qui entraîne la fragmentation de notre société. Cette fragmentation est vraiment très préoccupante. La société française est, on le sent, sur le fil du rasoir, et il est important, je dirais même vital, que l'État reprenne la main partout et pour tout le monde. C'est précisément ce que nous proposons dans ce livre blanc. Avant d'entrer dans le détail, 2 précisions. 2 sujets ne sont pas abordés dans le livre blanc, le terrorisme. Même si la délinquance du quotidien reste le terreau du terrorisme, il y aura certainement un livre blanc sur cette question. L'autre est celui de la délinquance dite en col blanc, qui sera traité dans le livre blanc dédié à la fraude. Ce livre blanc, de façon guère originale, je le reconnais, est bâti en 2 parties. Une partie constat, une partie mesure. La première partie nous a permis de constater que la situation est pire que ce que nous pouvions imaginer. En clair, les unes qui sont derrière moi ne sont qu'une partie émergée d'un gigantesque iceberg.
Je ne vais pas vous faire une litanie de chiffres, vous en retrouverez un grand nombre dans le livre blanc, accompagné d'analyses des tendances et de quelques comparaisons avec des pays étrangers. En plus, nos compatriotes n'ont, je crois, ni besoin de chiffres ni de statistiques pour voir et pour vivre l'insécurité. Ces chiffres nous amènent à plusieurs constats. Notre démocratie, notre état de droit sont en danger du fait de l'insécurité. Ce n'est pas pour rien que le droit à la sûreté est mentionné à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme. Si l'État ne fait rien, si l'État n'assure plus sa mission première, celle d'assurer la sécurité, alors nos concitoyens vont non seulement perdre totalement confiance en la puissance publique, et plus grave, ils vont finir par vouloir assurer eux-mêmes leur sécurité, voire rendre eux-mêmes la justice. Évidemment, l'insécurité a toujours existé, mais on atteint aujourd'hui des niveaux insupportables. Cela a un impact très concret sur la vie des gens. J'ai appelé cela la désagrégation sociale. Les quartiers hors contrôle deviennent des zones dans lesquelles la vie sociale est perturbée, voire rendue impossible, ou tout du moins n'est plus régie par les lois de la République. La réalité des habitants de ces quartiers est qu'ils ne peuvent plus s'habiller comme ils l'entendent, ni sortir le soir, ni manger ce qu'ils veulent en public. Dans les territoires ruraux, cette insécurité accroît la désertification. Lorsque le bar-tabac ou la pharmacie sont braqués 1, 2, 3, 4 fois en très peu de temps, ils finissent par fermer. Et après la disparition de ces derniers commerces, plus personne ne veut habiter ces villages. On ferme l'école, la poste, les lignes de transport en commun et le village meurt. Ne restent que ceux qui n'ont pas les moyens d'aller habiter ailleurs. En effet, les premières victimes de cette insécurité sont les Français les plus fragiles, à commencer par les femmes et les mineurs, les Français les plus pauvres ou ceux qui ne peuvent pas déménager. Et au lendemain de ma visite au salon de l'agriculture, je pense bien sûr à nos agriculteurs. Conséquence, nombreux sont ceux qui tombent dans le fatalisme et préfèrent déménager ou changer leurs habitudes. Bref, soit ils fuient, soit ils doivent apprendre à vivre avec. Et là, il faut dire que la justice porte une très lourde responsabilité. L'institution judiciaire est gangrénée par la culture de l'excuse et du laxisme. Les voyous n'ont plus peur de la justice, rendant le travail des policiers inefficace et faisant ainsi disparaître la fameuse peur du gendarme. Il faut dire que la justice est le parent pauvre des politiques publiques, 0,26%, tel est le pourcentage du PIB que la France consacre au fonctionnement et aux investissements de la justice, l'un des taux les plus faibles d'Europe. Aujourd'hui, la justice française compte à peine plus de magistrats actifs que sous Napoléon III. Cette culture du laxisme est accompagnée d'une culture du non-dit. Je veux bien évidemment parler du lien flagrant entre insécurité et immigration. Vous trouverez dans ce livre blanc quelques chiffres qui illustrent cette triste réalité. Or, la délinquance et la violence sous toutes ses formes sont encore plus insupportables quand elles sont commises par des étrangers accueillis sur notre territoire. Et je ne parle même pas de ceux qui, présents au nom du droit d'asile, se permettent de violer nos lois. Ils sont les plus dangereux adversaires de ces valeurs quasi universelles qu'incarne l'asile. Je note que certains députés de la majorité ont, à l'occasion de l'affaire Griveaux, ouvert les yeux et réclament l'expulsion de certains réfugiés. Cette prise de conscience est salutaire. J'aimerais juste qu'elle soit aussi cohérente, car moi, contrairement aux macronistes, je n'ajuste pas mes prises de position à la défense de mes amis. Moi, ce qui me guide, c'est la défense des Français, quels qu'ils soient. Mais puisque l'actualité nous y invite, je demande au gouvernement de mettre en œuvre cette mesure que nous proposons depuis longtemps et d'expulser de notre territoire tous les étrangers qui commettent des crimes et des délits graves sur notre sol. Vous retrouverez bien sûr cela dans les propositions, mais c'est vrai que ça n'est pas une nouveauté. Vous allez donc retrouver dans ce livre blanc un certain nombre de mesures qui ont déjà été présentées, notamment dans mon programme présidentiel en 2017 ou dans des cahiers d'action rédigés dans le cadre des travaux de l'Assemblée nationale. Certaines sont en revanche des nouveautés pour d'autres forces politiques qui viennent piocher ici ou là dans nos propositions. Au hasard, je dirais que messieurs Retailleau, Bas et Guillaume Larrivé semblent en ce moment avoir de très très bonnes lectures. Pour les mesures déjà présentées, ce livre blanc est l'occasion de les mettre à jour, car évidemment la situation a évolué, d'où des chiffres parfois un peu différents de ceux de 2017. Par ailleurs, les 95 mesures de ce livre blanc sont clairement d'importance diverses, de besoins en financement divers et de difficultés à mettre en œuvre également diverses. Mais la diversité de ces mesures permet de balayer l'ensemble du spectre de l'insécurité. Très clairement, les mesures et propositions décrites dans ce livre blanc se veulent opérationnelles, dissuasives.
et surtout frappé au coin du bon sens. Je vous le dis avant que vous ne l'écriviez, en ce qui nous concerne, en matière de criminalité, nous n'avons pas du tout peur de parler de répression. Avant de vous parler des mesures en tant que telles, et notamment de quelques mesures nouvelles, un mot sur la question du chiffrage. L'ensemble des mesures proposées dans ce livre blanc demande un effort budgétaire de l'ordre de 2 milliards d'euros sur 5 ans. Le financement de ces mesures se ferait par redéploiement budgétaire. Je considère en effet, vous le savez, que les sources d'économie dans la dépense publique sont nombreuses et elles seront évidemment extrêmement nombreuses également dans le livre blanc contre la fraude que nous vous présenterons d'ici quelques semaines. En outre, et je souhaite insister sur ce point, la politique est d'abord affaire de choix et nous considérons que la sécurité est un choix prioritaire, voire le choix prioritaire en termes de politique publique. Je vais vous épargner la lecture des 95 mesures. Vous aurez évidemment tout le loisir de les étudier, mais un mot sur la philosophie dans laquelle elles s'inscrivent. Tout d'abord, donner des moyens humains et matériels aux forces de l'ordre et à la justice. Cela passera évidemment par des augmentations d'effectifs très conséquentes. Ensuite, il faut mettre en œuvre 2 idées simples. Retrouver le caractère dissuasif de la peine et de son exécution. Et seconde idée, la certitude de la peine. Une peine prononcée doit être exécutée. Les Français ne supportent plus ces récidivistes commettant de nouveaux crimes ou délits, alors même que la peine à laquelle ils avaient été condamnés n'a pas été intégralement purgée. Ainsi donc, nous proposons évidemment la perpétuité réelle, qui est une idée que nous défendons depuis très longtemps, avec un mécanisme d'examen de la peine au bout de 25 ans pour répondre aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme notamment, mais aussi la fin de toute possibilité de libération anticipée avant que les 2/3 de la peine soient purgés. Nous proposons une réforme du sursis. Nous considérons qu'il est évident que lorsque une récidive a été commise sous l'emprise du sursis, ce sursis doit tomber de manière automatique. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on passe de condamnation avec sursis à condamnation avec sursis à condamnation avec sursis. Autre axe important dans le livre blanc, la question des mineurs. Ces derniers doivent tout d'abord être protégés. La prise en compte des mineurs victimes doit être notablement améliorée. Il faut en outre durcir les sanctions contre les voyous qui ont recours à des mineurs dans leurs activités criminelles. Il paraît également indispensable de responsabiliser les parents, y compris les parents de mineurs délinquants étrangers. La majorité pénale n'est pas ici tranchée, nous vous l'avons dit, car le sujet mérite encore d'être approfondi et travaillé. Enfin, dernier axe, le renforcement de la place des maires. Pour ceux qui suivent les campagnes des municipales, vous constaterez que le sujet de la sécurité est clairement le premier sujet de préoccupation des Français, je vous l'ai dit. Nous proposons donc un certain nombre de mesures pour que les maires, qui sont, je le rappelle, les premiers magistrats de nos villes et de nos villages, voient leurs compétences renforcées, voire élargies. Parmi nos mesures, nous proposons que le maire soit notamment davantage informé des personnes à risque qui habitent sur sa commune, notamment les condamnés pour des faits de terrorisme ou d'atteinte aux personnes. Avant de conclure, et comme je l'ai dit auparavant, je vous sais friand de nouveautés, permettez-moi de vous présenter donc quelques mesures nouvelles. Nous proposons le vote d'une loi de programmation pour la police et la justice tous les 5 ans afin d'inscrire la politique de sécurité dans le temps. Nous proposons de flécher une partie des investissements d'avenir dans ce domaine avec bien évidemment comme souci principal la préservation de nos libertés. Au niveau du quotidien de nos concitoyens, nous proposons de leur rendre la vie plus simple et plus sûre. Ainsi, par exemple, parmi de multiples propositions, nous effectuons celle de la création de la plainte immédiate. Plus besoin de se rendre obligatoirement au commissariat pour porter plainte. On pourra le faire immédiatement sur le lieu de la commission de l'infraction, évidemment quand la police se sera rendue sur ces lieux. La mise en place d'un crédit d'impôt pour l'installation à domicile de dispositifs de sécurité. La sécurité, c'est la responsabilité de l'État, de la collectivité. Il nous semble donc juste qu'une partie des investissements de nos concitoyens dans ce domaine soit financée par l'État. Nous proposons également la mise en place de soutien aux professions exposées, soit à travers des audits réalisés par les forces de l'ordre, pour les professionnels de santé, par la prise en charge par le budget de la sécurité sociale de leurs investissements de sécurité. On pense évidemment aux pharmaciens, on pense évidemment aux médecins. Ces professionnels de santé doivent pouvoir accomplir leur mission dans un cadre sécurisé. Ce cadre, c'est à l'État d'en assurer, nous le croyons, le financement.
Enfin, dans les mesures non révolutionnaires mais fortement symboliques, nous proposons la création d'un uniforme carcéral pour les détenus définitivement condamnés. Avec la condamnation définitive, la présomption d'innocence disparaît et la justice décide de mettre provisoirement ou définitivement un coupable en dehors de la société. Cet uniforme en sera une marque symbolique. Je compte sur vous évidemment pour aller lire avec attention ce livre blanc, décortiquer les mesures que nous proposons, qui illustrent, je le crois, le sérieux de notre travail et la pertinence de nos propositions. Je vous invite, vous, journalistes, lorsque ce sujet sera traité par les uns et par les autres, je pense par exemple au LR ou au gouvernement, à faire l'effort peut-être de regarder si leurs propositions ne sont pas directement inspirées des nôtres, même si évidemment nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous sommes bien sûr aussi là pour ça, mais j'ai l'impression qu'en ce moment c'est un petit peu régulier. Concernant la municipale, puisque nous sommes spécifiquement, c'est vrai, à quelques jours d'une élection municipale, permettez-moi d'aller un tout petit peu plus loin dans les propositions que nous faisons. Vous savez que beaucoup de maires, en réalité, n'utilisent pas l'intégralité des moyens qui sont à leur disposition. Les compétences sont souvent peu connues et très généralement très peu utilisées. Ils ont le droit de requérir le concours de la force publique, ils ont, à la demande des autorités judiciaires, ils peuvent diligenter des enquêtes sociales ou de personnalité, ils sont habilités à constater tout type d'infraction, ils peuvent demander à toute personne suspectée de commettre une infraction, de justifier de son identité, ils sont évidemment informés des troubles à l'ordre public, etc. Mais ils ne les utilisent pas. Or, moi, je pense que le maire doit véritablement reprendre un rôle essentiel en matière de sécurité dans les villes et dans les villages, bien sûr, mais dans les villes tout particulièrement. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs nos maires quand ils ont été en responsabilité, avec des résultats en matière de baisse de l'insécurité qui sont, il faut bien le dire, remarquables, en ce sens qu'ils interviennent au moment où, à contrario, l'insécurité augmente dans notre pays. Nous proposons notamment d'axer évidemment le complément en termes de sécurité, le complément de la police nationale par l'intermédiaire des polices municipales. Nous considérons qu'il doit être dans les villes de plus de 100 000 habitants, il doit bien entendu exister une police municipale. Je vous indique qu'il y a des villes de plus de 100 000 habitants dans lesquelles il n'y a pas de police municipale, et que celle-ci doit évidemment être armée. Là encore, il y a beaucoup de villes de plus de 100 000 habitants, enfin beaucoup, un certain nombre de villes de plus de 100 000 habitants dans lesquelles la police municipale n'est pas armée. Nous proposons la possibilité pour la police municipale de procéder à des contrôles d'identité sous l'autorité d'un OPJ, dont le maire, bien sûr, après autorisation du procureur, dans le cadre actuel du Code de procédure pénale. Cette mesure nécessitera une évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Nous proposons également qu'il puisse consulter sous certaines conditions de fond et de forme le fichier des personnes recherchées lors de la constatation d'infractions routières. En tant qu'OPJ, le maire aura compétence pour immobiliser et mettre en fourrière les véhicules utilisés notamment lors des courses sauvages. Nous voulons donner au maire le pouvoir de fermeture administrative d'établissements commerciaux, évidemment nous pensons au débit de boissons, et de dresser des PV en matière de décharge sauvage. Nous voulons donner au maire la possibilité de saisir une juridiction en cas de squat. Et nous proposons d'ailleurs que ce soit la juridiction pénale qui soit chargée de la gestion de ces conflits plutôt que la juridiction civile aujourd'hui. En qualité d'OPJ et en cas d'introduction illégale, le maire doit pouvoir constater les occupations de locaux sans droit ni titre. On parle bien ici des squats, on ne parle pas des locataires qui entraient légalement dans une habitation. Ils restent sans verser le loyer. Ça, c'est un sujet qui évidemment concerne le civil. Donc le maire pourra saisir la juridiction avec l'accord du propriétaire aux fins d'obtenir évidemment rapidement un jugement d'expulsion. Nous sommes très scandalisés de voir la situation bien souvent de propriétaires qui sont des propriétaires modestes et qui se retrouvent des mois durant avec des gens qui se sont installés par effraction dans leur domicile et ils commettent en règle générale aussi des dégradations et qui ont besoin de mois et de mois avant qu'une juridiction les autorise à reprendre possession de leurs biens. Nous souhaitons renforcer l'information du maire sur les personnes à risque présentes sur la commune. Vous savez que les maires ont un droit de suite, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de solliciter, d'être informés des suites judiciaires
d'une affaire qui s'est déroulée sur leur commune. Ce que nous proposons est très différent. Nous proposons que de manière systématique, le maire, en qualité d'OPJ, soit tenu au courant de la présence sur sa commune de personnes fichées S pour des faits de terrorisme. La transmission de cette information, dont le maire ne pourrait faire état, bien sûr, ne serait pas automatique et serait décidée selon les circonstances. En revanche, ce qui sera automatique, c'est l'information donnée au maire de toute personne condamnée, soit pour des faits qui sont des faits commis en réunion, soit pour des faits qui sont des atteintes aux personnes. Je pense qu'il est par exemple important en matière de violence conjugale ou en matière de maltraitance d'enfants qu'un maire puisse effectuer une surveillance particulière lorsque une personne a été condamnée pour violence à l'égard de sa femme ou à l'égard de ses enfants. Je pense que de la même manière, quand quelqu'un a été condamné pour, par exemple, deal de drogue, il faut que le maire le sache pour pouvoir, là encore, permettre une surveillance particulière de ce type de réseaux qui sont évidemment des réseaux criminels. Obliger le maire à motiver une décision favorable à un regroupement familial lorsque le maire donne un avis négatif. Pour l'instant, les maires donnent des avis, consultent des avis, enfin quand ils les donnent, parce que la réalité c'est que en fait, beaucoup de maires ne prennent même pas la peine de donner leur avis sur ces sujets. Et nous pensons que lorsque le maire est opposé à cette décision et que le préfet va à l'encontre de ce refus, eh bien le préfet devra motiver sa décision. Nous souhaitons donner au Conseil d'agglomération la compétence d'imposer la création d'un service de sécurité des transports. Et je vous l'ai dit, nous souhaitons rendre obligatoire la mise en place d'une police municipale dans les villes de plus de 10 000 habitants. Et pour cela, il faut évidemment créer une école de formation des policiers municipaux. Pour ces 23 000 fonctionnaires territoriaux, la formation, à nos yeux, doit être renforcée et harmonisée sur tout le territoire. Et donc, nous souhaitons qu'une école nationale de formation des policiers municipaux sous l'autorité du ministère de l'Intérieur soit créée. Le Centre national de la fonction publique territoriale se chargeant du financement. Enfin, nous souhaitons, parce que c'est une demande récurrente des maires, simplifier les procédures d'installation de vidéoprotection. Voilà, mesdames et messieurs, ce livre blanc, il est extrêmement complet, il est extrêmement précis, il touche à beaucoup de sujets et donc j'espère qu'il pourra nourrir le débat, y compris avec d'autres formations politiques d'ailleurs, pour peu que celles-ci se mettent à s'intéresser à ce sujet.